Salut! Aujourd'hui, je voudrais te parler de la pleine lune du Vesak qui se tiendra le 7 mai et de ce qu'elle pourrait nous faire vivre, nous faire éprouver éventuellement. Et c'est surtout ce point-là que je voudrais mettre en avant parce que il y a des clés en fait qui peuvent nous permettre de prendre un peu de hauteur par rapport à ce que nous vivons pour l'instant et aux émotions que ça peut aussi nous amener finalement à expérimenter. La fête du Vesak, la pleine lune du Vesak, le Vesak c'est la représentation finalement de la réunion de deux énergies intitulées par les intermédiaires des avatars Christ et Bouddha, et sachant que l'idée maîtresse derrière ces deux noms, c'est amour et sagesse. Donc, initialement, et toujours d'ailleurs aussi, c'est une fête qui propose une forme de connexion très profonde de l'être humain à ces deux énergies très nobles, on va dire, de manière à pouvoir proposer une forme d'évolution de la conscience. Évoluer dans son espace de prise de conscience, évoluer dans sa façon de voir les choses, on pourrait quasiment symboliser cette fête du Vesak comme une forme de perfusion d'éveil, quoi. Ça serait un petit peu ça l'idée globale. Donc c'est une fête qui est établie selon le calendrier solilunaire, donc elle tombe sur la pleine lune dans l'axe taureau-scorpion. Et dans cette pleine lune qui est en Scorpion, Scorpion, c'est un signe le Scorpion est un signe qui est intense, émotionnellement intense, et la pleine lune en Scorpion pourrait se révéler aussi particulièrement intense. Sachant que le maître du Scorpion, Pluton, a commencé sa rétrogradation il y a 2-3 jours, samedi dernier je crois, et que dans ce qui fait traditionnellement un peu la puissance finalement de la planète Pluton, c'est cette capacité à pouvoir avancer un petit peu de façon camouflée, de façon un peu occulte. La rétrogradation de Pluton lâche certainement cette opacité un petit peu. Et pleine lune en Scorpion, signe dont le maître est Pluton, associé à la rétrogradation de Pluton, on pourrait supposer qu'on arrive vers des choses un peu de forme, le voile se lève en certains coins de choses que de nombreuses personnes auraient préféré que nous ne sachions pas ou qui restent cachées. Donc on a comme ça un jeu qui se met un petit peu en place autour de cette énergie qui est vraiment une énergie à la base vraiment de fusion de ces deux grands archétypes Bouddha et archétype christique qui viennent à ce moment-là pour nous faire évoluer dans notre prise de conscience. Alors d'un côté, cette forme on va dire dévoilement, mais qui n'est pas nécessairement voulu, hein, loin s'en faut. Cette forme voilà, de voile qui se lève, associée à cette énergie puissante et éveillante, j'ai envie de te dire, peut nous promettre un certain nombre de belles choses, mais pas que. Et nous allons voir un petit peu, parce que c'est sur ce point-là surtout que je voudrais essayer de te transmettre quelques clés, de manière à pouvoir élever un peu notre réflexion, pouvoir prendre un petit peu de hauteur par rapport à ce que nous sommes certainement appelés à vivre sur le plan collectif comme sur le plan individuel, et à l'extérieur comme à l'intérieur, comme à chaque fois. C'est toujours la même limonade. Alors, je fais juste une toute petite parenthèse par rapport à cette fête du Vesak pour te signaler que c'est pas du tout une fête anecdotique. C'est une fête, c'est d'ailleurs la seule fête religieuse, le bouddhisme étant considéré comme une religion, c'est la seule fête religieuse qui est fêtée au niveau des Nations Unies. Je crois me souvenir que ça date de 99,
Et ça a été, cette décision finalement de fêter la fête du Vesak a été posée en forme de remerciement pour ce que la philosophie bouddhiste a pu apporter comme spiritualité particulière à l'humanité. Je ferme la parenthèse parce que c'est pas anodin du tout finalement que ça se passe comme ça. Alors, dans l'intensité émotionnelle de la lune en Scorpion, ce qui pourrait être vraiment palpable, ce sont des aspects plutôt très anxiogènes, voire même angoissants, parce que nous sommes dans l'opposition entre Scorpion et le Taureau, Soleil en Taureau, Lune en Scorpion. Le Taureau, lui, nous parle de tout ce qui est affaires matérielles, de l'état de nos ressources, et le motif finalement de nos angoisses pourrait aussi se tabler sur ce registre-là. Alors, angoisse, peur, anxiété, notre échelle du trouillomètre est assez longue. Nos sensibilités sont aussi toutes très différentes, et selon nos aspections aussi à chacun, nous allons avoir l'opportunité de vivre ça d'une façon ou d'une autre. Mais je voulais venir quand même sur ce sujet de la peur et d'essayer de te proposer finalement un petit coup d'œil sur ce qu'est la peur et comment finalement peut-être en faire une alliée en la prenant intelligemment autant que faire se peut, en tout cas avec de la distance, plutôt que d'en faire quelque chose qui soit hyper difficile à vivre. Le terreau anxiogène, il est là, on est noyé dans les injonctions paradoxales, dans les incohérences les plus totales, avec des formes comment dirais-je, de solutions à des problèmes qui datent d'il y a plus de 300 ans. Je fais référence aux attestations avec lesquelles on se promène tous quand on va acheter notre pain, qui ne sont ni plus ni moins que la répétition des sauf-conduits sanitaires qui étaient proposés en 1720 lors de la grande peste de Marseille en France. Ces sauf-conduits sanitaires ayant pour fonction d'aller montrer où on part et d'où on va, et de façon à ce qu'en face, on te permette d'ouvrir les portes des villes si tu venais, ou pas, ou qu'on te les claque à la porte, qu'on te les claque au nez, pardon, si jamais tu arrivais d'un territoire contaminé par la peste. On est exactement sur la même chose. Bon, écoute, la différence, c'était qu'à l'époque, c'était écrit à la plume doigt, et aujourd'hui, l'attestation, tu l'as imprimée grâce à ton ordinateur, ou tu l'as en format électronique sur ton téléphone. Mais c'est exactement la même chose. Donc, moi, ça me pose question de savoir que 300 ans après, finalement, on refait bêtement la même chose. Bon, écoute, est-ce que ça a marché en 1720? Oui, il n'y a plus trop la peste aujourd'hui. Donc en 2020, c'est plus tout à fait notre problème. La peste, ça a changé de nom, c'est passé à autre chose. Mais écoute, ça montre aussi notre faible potentiel de créativité pour aller régler ces problèmes-là. Je pense pour ma part que ça fait quand même très longtemps qu'on se sent aussi un petit peu à l'abri de ce genre de choses. Pour X, Y, Z raisons, et que finalement, comme on dit, c'est encore dans les vieux pots qu'on fait les meilleures soupes, et on allait piocher dans le potage qu'ont fait nos aïeux pour aller nous proposer ce type-là de solution. Je précise aussi qu'en 1720, il y avait cette question des masques qui se posait, sauf qu'à cette époque-là, ils étaient imbibés de vinaigre, de formes d'associations entre des élixirs, des vinaigres et des plantes, ce qui a d'ailleurs donné l'occasion à la célèbre entreprise Maille, les cornichons, la moutarde, de commencer à se créer et qui perdure encore aujourd'hui. Comme quoi, tu vois. Même dans des épidémies de peste, il y a des choses qui se créent et des choses qui perdurent et qui sont pérennes. Et donc les cornichons et la moutarde de maille sont issus de ça. Je ferme cette énorme parenthèse vinaigrette, je vais te dire, pour revenir un petit peu sur ce schéma de la peur, sur ce schéma de l'anxiété, et de comprendre finalement un petit peu la tonalité de cette émotion qui se présente à nous. Nos peurs, on en est farci, on en a plein la tête,
Et nos peurs conditionnent un certain nombre de nos actions. Quand j'ai eu pour ma part mes premières connexions médiumniques, j'ai eu des interlocuteurs qui m'ont régulièrement dit protège-toi, attention, ne te fais pas attaquer par les énergies du bas astral, etc., etc. Alors, des choses auxquelles moi je n'étais absolument pas réceptive parce que mon expérience personnelle de cette connexion à l'invisible était plutôt très douce, très enveloppante, très accompagnante, très inspirante, très boostante et pas du tout génératrice de trouille. Néanmoins, j'ai écouté ça. Et j'ai essayé d'aller creuser un petit peu cette notion, et c'est de là en fait que j'ai essayé de cerner un petit peu ce que c'était vraiment que la peur et comment on pouvait euh, s'en servir plutôt que les subir. Et j'ai trouvé quelques petites bricoles à cette époque-là que je souhaiterais te partager aussi. Alors, la peur, à la base, c'est un mécanisme qui est hyper sain et qui nous sert en termes de survie. C'est-à-dire que la peur est là à titre informatif d'un danger, et la peur génère des réactions physiologiques dans notre corps pour nous permettre de faire face à ce danger. Il y a un tas de mécanismes physiologiques liés à la sécrétion d'adrénaline, entre autres, qui font en sorte que quand on a peur, notre corps se prépare ou à la fuite ou au combat. Et à chaque fois qu'on a peur, on draine ces petites hormones-là, comme l'adrénaline, dans notre petit package sanguin, avec plus ou moins de bonheur et plus ou moins de conséquences. C'est d'ailleurs tout le problème des conséquences de stress vécues à long terme qui viennent se porter, peser finalement sur le fonctionnement efficient, on va dire, du corps humain. Cette peur-là, à l'époque de nos hommes des cavernes, effectivement, la peur permettait la survie de l'espèce. Quand il y a, je ne sais pas, un troupeau de mammouths qui s'avance vers toi, il faut réagir et réagir plutôt vite. Et c'est ta vie qui est en première intention en danger, ton intégrité physique qui est en première intention en danger, et donc ton corps réagit avec cette espèce de menace d'intégrité physique. Premier point. Aujourd'hui, dans notre époque plutôt confortable, enfin jusqu'à quelques temps elle l'était, est-ce qu'elle le sera encore, nous le verrons, mais dans notre époque plutôt soft, et puis aussi dans notre atmosphère occidentale qui est aussi plutôt soft, où les conditions de vie sont pas parmi les plus difficiles au monde, il se trouve que dans les peurs que l'on a, il y en a peut-être entre 4 et 6% de nos peurs qui sont réellement en lien avec un risque d'atteinte à notre intégrité physique. Le reste, pour la part, ce sont des peurs qui vont être issues d'une expérience passée, donc d'une expérience, je vais aller jusqu'à dire peut-être non intégrée de cette peur-là, expérience non intégrée de la peur, et qui nous fait finalement supposer, on sait que la supposition selon les Toltecs c'est un très très gros péché, qui nous fait supposer que si on se réengage dans une expérience qui ressemble de près ou de loin à celle qu'on a pu vivre précédemment, il va se passer exactement la même chose. Donc c'est une peur, il y a une anticipation, et parfois l'anticipation à méga long terme. L'autre type de peur qu'on va avoir, elle n'est pas issue de nos expériences passées, à nous en tant qu'individus, mais elle va être issue des expériences collectives. Je te prends un exemple dont on peut voir régulièrement les traces dans nos journaux, la peur du loup, qui, à une certaine époque, était une peur vraiment tangible et pragmatique, que si le loup allait dévorer le troupeau, il y avait une vraie descente aux enfers de l'éleveur, du berger, etc. Et voire même aussi que le berger pouvait en mourir. Donc on avait vraiment ce saut-là de peur. Aujourd'hui, quand on parle de la réintroduction du loup, par exemple, en France, et du fait qu'on commence à le revoir de plus en plus, ça a été dans le nord de l'Italie, on l'a vu il n'y a pas très très longtemps là en Charente,
quand on nous parle de ça, eh bien, une partie de notre ADN, alors on appelait ça pendant très longtemps l'ADN poubelle, c'était l'ADN qu'on n'arrivait pas à décrypter. Maintenant, on commence à saisir, même si on n'est pas complètement assis sur les preuves scientifiques, mais que dans notre ADN, il y a aussi les expériences de nos anciens, les expériences physiques, mais aussi les expériences psychologiques traumatiques. Et les peurs, quand elles ont comme ça perduré pendant des centaines d'années, évidemment, elles ont toujours leur impact traumatique dans la transmission. Cette peur-là, elle est pas vraiment, vraiment, vraiment palpable, gérable, sauf si tu as en conscience que la peur d'hier ne se vit pas du tout de la même façon aujourd'hui. C'est-à-dire que par rapport au petit berger, le petit pastorio qui est dans sa lande avec ses moutons et qui a son petit canif comme ça pour se défendre du loup, ça n'a rien à voir aujourd'hui. En fait, aujourd'hui, on a les moyens d'avoir un certain nombre de matériels qui nous permettent de prévenir l'arrivée de bêtes dangereuses, qui nous permettent aussi de nous protéger. Et justement, c'est la peur qui nous a conduit à aller mettre en place d'autres systèmes de défense. La peur a été moteur pour aller sécuriser notre quotidien tant autant. Donc ça n'a pas que du mauvais, mais attention, ça demande toujours à être très géré. Le troisième type de peur, ça va être les peurs fantasmées. C'est-à-dire, nous n'avons a priori aucune raison d'avoir peur, parce que c'est juste quelque chose qui n'est pas expérimenté, qui n'a pas été vécu par nous, qui n'a pas été vécu par nos anciens, mais voilà, c'est quelque chose qui fait peur peut-être justement parce que c'est inconnu. Donc c'est une peur là, qui pour le coup a un contour extrêmement flottant, extrêmement flou, qu'on n'arrive pas à discerner nécessairement, qu'on n'arrive pas à définir, et qui va se construire finalement dans notre schéma mental par des petits mots comme et si, et si, et si, et si. Mais tu sais ce qu'on dit, avec des si, on met Paris, Rome, Madrid en bouteille sans avoir eu le temps de dire ouf. C'est pas non plus tout à fait, comment dirais-je, on a du mal à donner du poids et du sens à ce genre de peur parce que quand on est à ce point-là dans une forme de tricotage, d'hypothèses, de et si ça se passe mal, et si ça se passe mal, et si ça se passe mal, et au final on fait monter une mayonnaise intérieure qui ne fait que renforcer ce sentiment de peur et l'inconfort que ça génère. Comment on fait quand on commence à s'engager du coup dans cette spirale de peur, de stress, d'angoisse? Alors, je précise aussi une petite chose. Je disais que l'axe scorpion-taureau pouvait peut-être justement nous faire ressentir les peurs sur un plan de crainte, sur un peu le forme, une crainte d'effondrement matériel, une crainte d'effondrement de nos ressources, y compris alimentaires, une crainte liée finalement oui, à tout ce qui va être de ce registre-là, de nos capacités, de nos potentiels finalement à vivre. Mais il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça. On va tomber sur cette pleine lune du Vesak, très très proche de la date du déconfinement. Et le déconfinement, tu sais quoi, c'est un petit peu la sortie, enfin en tout cas moi je vis ça dans cette énergie, c'est la sortie de la caverne de Platon. Je vais l'interpréter comme ça, je le vois comme ça et je le ressens comme ça. Le mythe de la caverne de Platon, rapidement, c'est ces hommes qui vivaient dans une caverne. Le mur du fond de la caverne était éclairé par un feu, et enfin, donc ils étaient tous tournés face au mur, et ils voyaient donc tous les ombres projetées. Et c'était leur monde. Les ombres projetées étaient le monde, et les ombres projetées étaient la réalité. Et puis les hommes de Platon se retournent et sortent de la caverne et découvrent en fait la face B du monde, qui en fait est peut-être la face A, ça sera chacun de voir, mais découvrent à ce moment-là le monde. Ce retournement pour aller regarder à l'extérieur de la caverne, il est porteur de peur. Parce qu'on part d'un horizon que l'on connaît, ce fond de la caverne avec ses ombres qu'on maîtrise très très bien,
vers un environnement où tout d'un coup, si je te fais la transposition des ombres, mais c'est un monde en couleur, c'est un monde en lumière, c'est un monde qui est lumineux, c'est un monde où on se voit, c'est un monde où on découvre finalement des nouvelles choses. Et en dépit de cette beauté à découvrir en sortant de la caverne, eh bien, la première idée, c'est je sors mais complètement de ma zone de confort, donc cette petite caverne bien douillette, et je m'expose à un inconnu. Eh bien, le 11 mai, on pourrait vraiment tout à fait le ressentir comme ça. Je vais pas pousser plus loin le parallèle et l'aspect astrologique parce que je suis en train en ce moment de reprendre l'ensemble de mes connaissances et j'ai besoin d'intégrer avant de pouvoir retransmettre. Donc je me sens pas du tout de repartir là-dessus. Mais le 11 mai, on a aussi Saturne rétrograde qui pourrait aussi nous parler d'une forme de baisse, de relâchement, du côté structurel, de relâchement de l'autorité, de relâchement des règles, de relâchement des limites. Et ça va complètement dans l'idée de sortir de chez soi. Qu'allons-nous voir? Et c'est vrai que ça pourrait un petit peu piquer en termes d'émotion par rapport à cette peur-là. La petite astuce que je te propose, c'est de regarder de manière la plus lucide possible jusqu'où la peur nous fait agir. La peur est un business, d'accord? Les assurances, par exemple, le système des assurances est un système qui repose sur la peur. On te dira la prévoyance, mais dans les faits, c'est pas vraiment la prévoyance, c'est un système qui repose sur la peur, sur la crainte d'eux. Et donc c'est un système que nous alimentons, mais concrètement, ne serait-ce que dans le fait d'aller régler nos assurances diverses et variées chaque mois. On participe tous à cette alimentation quelque part de la peur. Moi, ce que j'aime bien regarder, c'est si j'agis pas par peur, j'agis par cœur. Et si j'agis avec le cœur, comment je me propose de vivre et comment je me propose de regarder le monde. Si je réagis par peur, j'exerce une forme de rejet et de mise à distance parce que la peur, c'est pas bien, c'est péché, etc. Si j'agis par cœur, au contraire, je me propose d'accueillir finalement ce qui se présente à moi. Les peurs, on a du mal pour l'instant à être... enfin, en tout cas, j'ai du mal à être complètement en prise avec le discours de peur qu'on nous sert, même si j'ai bien conscience qu'il y a un certain nombre de précautions qui semblent incontournables à prendre, à mettre en place pour le bien-être du plus grand nombre. Donc là, comment se pose notre libre arbitre individuel au sein de notre évolution collective? Ça va être une question aussi hyper importante dans cette transition d'ère du Verseau. La peur n'est pas toujours très très bonne conseillère. La peur nous met les pieds dans les reins et c'est sciemment que j'utilise cette expression-là parce que les reins sont le siège de la peur. La peur nous met les pieds dans les reins et peut nous amener à avoir des réactions complètement disproportionnées et l'absence de peur aussi, vu que la peur nous informant d'un danger. S'il n'y a pas un minimum de peur ressentie, ça veut dire que nous évoluons dans des prises de risques inconsidérées à chaque instant. Mais il faut faire la différence finalement. Il faut faire la différence, exercer notre lucidité sur de quoi est-il nécessaire que j'ai peur et de quoi n'est-il pas nécessaire que j'ai peur. Si tu peux agir sur les choses qui te font peur, agis sur les choses qui te font peur. Si tu as peur de ne pas avoir à manger, agis dès aujourd'hui pour te mettre à l'abri, sécuritairement parlant, et ça va être surtout ici que ça va se passer, de cette peur. Je disais la dernière fois en plaisantant, dépote ton ficus et plante-y des fraisiers ou des pommes de terre, mais je le redis, il faut absolument essayer d'engager un maximum d'autonomie dans ce dispositif-là. Faire fonctionner les espaces courts, les espaces restreints, les espaces contraints,
de manière à avoir le plus possible d'autonomie. C'est vraiment pour moi ce qui me semble être le plus important. L'autonomie, on ne l'acquiert pas quand on est... un exemple, ta voiture, tu vas manquer d'essence dans ta voiture. Imaginons. Mais c'est pas quand tu ne vas plus avoir d'essence que tu vas être vraiment serein pour aller faire ton plein. Si tu tombes en panne sur l'autoroute, ça va indiquer un certain nombre de galères à venir pour que tu puisses aller refaire ton plein. Non, tu fais ton plein avant que vraiment ton réservoir soit vide. Eh bien ça, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de choses qui parlent d'une anticipation, d'un regard, d'une réflexion, parce que c'est pas quand tu seras noyé par la peur que tu arriveras à mener une réflexion qui soit vraiment le bon conseil. Ça sert à rien de se mettre la tête dans le sable en mode autruche. Ça sert à rien non plus d'aller continuer à chercher de la distraction vaille que vaille. Oui, mais non, tout va reprendre comme avant. Non, c'est un leurre. C'est un leurre. Et je me permets d'être affirmative. Ça ne sera pas pareil. Il va nous falloir être beaucoup plus créatifs que ce qu'on a fait jusqu'à présent, qui pour l'instant ne nous a conduit qu'à récupérer des vieilles recettes des siècles précédents. Alors il va falloir peut-être agiter un peu nos cerveaux, et je l'agite aussi moi-même, mais je ne te cache pas que je n'ai pas non plus trouvé de choses transcendantes pour l'instant, mais en tout cas je réfléchis à comment développer de plus en plus mes zones d'autonomie, comment développer une plus grande lucidité par rapport à ce qui se passe, de manière à ne pas me retrouver en prise et coincée dans tous les discours que j'entends autour de moi. Je crois qu'il semble important de gérer correctement sa consommation d'informations, mais tu l'as certainement déjà vu. Il est aussi assez important de gérer correctement sa consommation de fiction et d'aller finalement se proposer peut-être un peu des plans de route qui peuvent certainement un peu nous rassurer, de manière à ne pas se retrouver esclaves finalement des peurs qui nous sont agitées, à pas nous retrouver sans pouvoir sans pouvoir discerner. Quand on est dans la peur, on n'a plus le discernement, et ce discernement là il est hyper important. Et je finirai cette petite vidéo en te parlant de quelque chose qui m'a semblé très important. Je vais l'extrapoler un petit peu, mais en fait, cette semaine, j'étais parmi les amis et autres personnes que j'ai pu avoir au téléphone, j'ai constaté que certains étaient dans des sas d'étranglement au niveau professionnel sur l'exercice de leur métier en télétravail. Alors, qu'est-ce que c'est que cette pression en fait qui y a encore sur le dos des uns et des autres, alors que la pression numéro 1 qui est affichée, c'est la pression de la santé. Derrière, en réalité, vraiment dans le tolly-boulon, dans le pur et dur, on a la pression donc des employeurs qui font tester leur personnel, qui, de manière à s'assurer peut-être que la prochaine vague de Covid-19 ne touche pas tant que ça leur activité économique, de pouvoir peut-être certainement faire des évaluations de l'absentéisme à venir. Ne va pas te leurrer, c'est pas parce que pour te proposer un traitement, parce qu'il n'y en a pas pour l'instant. Non, on est sur des anticipations économiques pures et dures quand on propose ce genre de choses. Surtout que plus le temps passant, moins on est sûr qu'il y ait d'immunité acquise. Donc, bon, écoute, ça sera à creuser. Cette théorie-là, c'est la théorie des baïonnettes intelligentes. La théorie des baïonnettes intelligentes, c'est une théorie qui s'est quand même révélée en pratique, qui dit que quand ton supérieur hiérarchique, alors c'est beaucoup valable pour la fonction publique, tout corps de métier confondu, mais c'est peut-être à étendre à chaque fois un petit peu plus loin. Cette théorie dit
que si ton supérieur hiérarchique t'ordonne de faire quelque chose d'illégal, eh bien, tu exerces ta responsabilité individuelle si tu réalises cette chose illégale. Alors, il y a eu plein de scandales, enfin, en tout cas, quelques scandales avec ça ces dernières années. Et lors du procès de Maurice Papon, c'est ce qui a été mis en avant, c'est-à-dire qu'il répondait à des ordres et donc il a été condamné pour ne pas avoir exercé, enfin, pour ce qu'il a fait évidemment, sachant qu'il avait dans l'arsenal législatif cette théorie des baïonnettes intelligentes qui indique que tu peux t'opposer à ta hiérarchie lorsque celle-ci te demande quelque chose d'illégal. Mais il se trouve que tuer des gens, c'est un tout petit peu illégal quand même. Bref, il est donc certainement très intéressant d'aller étendre un tout petit peu cette idée du cadre légal et d'aller voir même au-delà, peut-être, pourquoi pas, de jeter un coup d'œil sur l'aspect éthique et l'aspect moral de ce qui nous est demandé individuellement, en cette période très précise, par les autorités. Est-ce qu'on ne pourrait pas, de temps en temps, faire valoir aussi notre esprit de baïonnette intelligente et d'aller titiller au bon endroit les questions existentielles? C'est une question que je jette en l'air, comme ça. Peut-être qu'on aura l'occasion d'y revenir, ça me plairait bien en tout cas. Est-ce que je t'ai tout dit? Non, évidemment. Je t'embrasse.